Voilà, c'est une équipe, en plus Dembélé, Mbappé, Griezmann et Giroud, avec ces deux milieux de terrain derrière qui ont Tchouaméni, pas... Rabiot. Exactement, va quand même y avoir des automatismes à trouver. L'équipe sera pas forcément parfaitement huilée. Et en plus, tu joues ce que déteste l'équipe de France, à savoir un bloc bas. Donc demain, je m'attends pas à un carton offensif des Bleus. Les noms, ça fait pas tout. Est-ce que l'Australie prend beaucoup de cartons d'abord? Jaune, oui. Se tourner vers le statisticien en chef de la fédération australienne, mais pas tant que ça non plus. Hein, et alors, si vous avez une question statistique comme ça qui vous passe par la vous tête... avez remarqué que je ne vous ai pas demandé à vous. Sur le ton, Étienne, s'il vous plaît. Pourquoi je parle des cartons? Parce que je trouve que ça s'énerve beaucoup. Là. Voilà, merci beaucoup. Vous mettez un petit carton si vous le voulez. Non, si vous avez une question comme ça qui vous passe par la tête, vous adressez un petit peu auparavant. Ou vous préparez même votre émission. Non, mais ça peut être un truc. Non, mais j'avais la réponse. J'avais la réponse, ils en prennent pas beaucoup. Demain, l'équipe de France est censée avoir la possession, un bloc bas. Tu vois, Griezmann, que tout le monde décrit comme un joueur extrêmement technique et créatif, un finisseur comme Giroud, un point d'ancrage, un attaquant d'épaisseur, un joueur de débordement avec Dembélé et un Mbappé qui sait tout faire. Donc oui, demain, avec les 4 joueurs offensifs contre l'Australie, tu dois être capable de produire offensivement quelque chose. Être capable, c'est une chose, Yvan, le réaliser, c'en est une autre. Moi, j'ai vu souvent ce nombre à peu près de joueurs offensifs, en tout cas les meilleures attaques du monde, on les a eues souvent, on l'avait d'ailleurs à l'Euro, et puis on a été éliminé par la Suisse en 8e de finale. L'Australie, c'est une équipe assez solide quand même si j'avoue que je ne la vois pas non plus jouer tous ces matchs, mais de mémoire de suiveur de la Coupe du Monde. Parce qu'elle se qualifie toujours à la Coupe du Monde, parce qu'elle est dans une zone où c'est facile pour elle de se qualifier, parce qu'elle est supérieure aux autres. Quand elle arrive en Coupe du Monde, c'est son plafond de verre. Mais elle défend toujours très bien. Il y a une semaine, Étienne, tout le monde disait qu'on ne jouerait jamais avec les 4 offensifs, qu'on partait pour jouer à 3 devant, parce que la peur, le cible... Non, parce que ça, t'écoutes pas Johan Mikou, qui est maintenant à l'oreille du sélectionneur, et c'est lui qui lui a expliqué qu'il fallait jouer avec Antoine Griezmann en milieu de terrain. Au moins être content, il ne va pas jouer au milieu de terrain, il va jouer en 9,5 derrière. Un peu hybride. J'ai entendu que c'était un peu hybride. Oui. Avec le ballon, ça serait comme ça, et sans le ballon, ça serait dans le milieu. C'est un demi-succès pour Johan Mikou, et dans le match suivant, ce sera un succès complet. J'ai l'impression qu'Étienne, vous avez encore des cours d'Australien à parfaire. Votre professeur, ce soir, il est généralement assis à vos côtés. C'est le Dr Love qui a changé de surnom, car il suit pour le jeune de l'équipe l'Australie, qui va vous faire un petit fond de l'œil sur l'Australie, ainsi qu'à vous. Cher on l'a envoyé jusqu'en Australie Non, il est à Doha, il suit l'Australie pour le journal de l'équipe. C'est à vous, Dr Love, nouveau surnom, regardez. Salut à toutes et à tous, c'est Bébert le kangourou. Ben oui, parce que je vais vous parler de l'Australie. Vous vous souvenez, on les avait joués il y a 4 ans, on les avait battus difficilement à Kazan 2 buts à 1. Ben, c'est une équipe qui a changé pas vraiment bien pour les Australiens. Miljedinac, le milieu de terrain, n'est plus là. Tim Cahill a pris sa retraite, aussi l'attaquant emblématique des Sokeros. Ils n'ont pas vraiment été remplacés depuis. Graham Arnold, le sélectionneur, essaye de rajeunir. Il a quand même incorporé 8 joueurs. C'est une équipe qui s'est qualifiée péniblement lors de 2 barrages, un contre les Émirats Arabes Unis et l'autre contre le Pérou au tir au but. C'est une équipe qui est, à mon avis, beaucoup plus abordable que ce qu'elle était il y a 4 ans. Voilà, donc c'est pas des foudres de guerre, l'Australie. Donc si on vous met 4 attaquants, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des stats. On embrasse Bébert le kangourou. Et le statisticien de la fédération australienne, on l'embrasse aussi. Ok, très bien. Donc, non, mais c'est marrant parce que vous n'êtes pas du genre en tant que chroniqueur à redouter ou à faire une montagne à l'adversaire qui est à la portée des Bleus. Non, mais j'en fais pas une montagne. Le débat, c'est est-ce que ça va être un festival? C'est-à-dire, on va les jongler, on va leur en mettre 5 ou 6. Je suis loin d'en être persuadé. C'est pas un jubilé demain, on est bien d'accord, mais vu que tu joues avec 4 défenseurs centraux demain, de mettre 4 joueurs offensifs, ça paraît être un minimum. Mais j'ai pas dit que je le souhaitais pas d'avoir les 4 offensifs, mais est-ce que ces 4 offensifs-là vont forcément te faire un festival? Bon, on verra demain. On revient sur la liste de Didier Deschamps. C'était le 9 novembre. Il nous avait donné à l'époque 25 joueurs, c'est ça, parce qu'il y a eu le truc, ouais. C'était 25, oui. Ouais, il était parti à 25, ouais, 26, tout ça. Question de Bertrand Latour sur les 4 offensifs. Écoutez ce que nous dit Didier Deschamps. Vous avez souvent dit que vous aviez des réticences sur le fait d'aligner 4 joueurs à vocation offensive au début d'un match de très haut niveau. Est-ce que vous êtes toujours sur ce logiciel-là ou comme sur d'autres sujets, vous pouvez changer d'avis? L'équilibre est plus aléatoire. Donc non. Je ne dis pas que c'est pas... Sur 90 minutes, ça peut être une option à un moment, mais pour exister, ou alors il faut qu'en face... On n'aura pas des plots en face, hein. C'est pas la PlayStation. Hein. Si tu as le ballon, tu n'as pas de souci. Pas de souci, mais à un moment, si tu l'as pas,
faut être capable de résoudre aussi l'équilibre défensif. Ça peut, mais c'est pas parce que tu mets plus d'attaquants que tu vas marquer plus de buts. Hein. Ouais, mais là, aujourd'hui, il n'était pas chaud le 9 novembre pour mettre 4 offensifs. Si et seulement si on joue contre des plots. Non, mais soyons honnêtes. Donc on joue contre des plots 2. Mais non, on joue contre un adversaire qui est à notre portée. Soyons honnêtes. Bernard Lyons nous a rappelé qu'on les avait battus combien la dernière fois ? 2-1. 2-1. On a le sélectionneur des Bleus, Jomicou, qui parlait de positionnement de Griezmann en relayeur. Là, nous, on dit qu'on part de 4 offensifs. Mais Antoine Griezmann, il sera plus proche du milieu de terrain, de la courroie de transmission, de tout ce qu'on veut en organisateur, parce que ce milieu-là, en l'absence de Pogba, manque beaucoup de créativité. Mais en réalité, les 3 vrais joueurs offensifs qui vont devoir dynamiter, même si Griezmann participera à ça, il y aura beaucoup de responsabilités sur Mbappé et sur Dembélé. Sébastien, le petit ping-pong entre Bertrand Latour et Didier Deschamps vous a intéressé parce que vous êtes allé aujourd'hui reposer une question. J'ai regardé, je vais faire une confidence aux téléspectateurs, on s'est eu avec Sébastien, vous m'avez dit franchement, je vais poser une question mais je n'ai pas totalement compris la réponse. On s'est un peu attelé au montage, on a fait quelques coupes. C'est assez court, il y a votre question, la réponse du Deschamps et on y va. C'est parti en régie. Lorsque la question t'a été posée il y a quelques jours, tu as dit que tu ne croyais pas trop à l'idée d'évoluer avec 4 joueurs très offensifs ou 4 attaquants. Je mets Antoine Griezmann dans les attaquants. Est-ce que ta réflexion a pu évoluer depuis ? Je pensais certaines choses, je les pense toujours. Après, c'est une question d'animation. À partir du moment où vous êtes dans le camp adverse et avec le ballon, après c'est le moment où cette équipe n'a pas le ballon, forcément ça peut être plus compliqué. Moi, ce que j'ai compris Didier Deschamps, c'est 4 offensifs, c'est bien, mais il y a toujours un souci quand on a le ballon, qu'on n'a pas le ballon. Enfin, voilà. C'est pas la formule magique, voilà, hein, ce qu'a dit Didier. Enfin, en tout cas, ce que j'ai voulu mettre en valeur, Sébastien. Oui, non, mais après, encore une fois, quand on écoute Didier Deschamps, on peut être surpris par la composition d'équipe. Alors, Giovanni dit que Antoine Griezmann sera un milieu de terrain, mais enfin, là, quand même, on va quand même considérer qu'Antoine Griezmann est un joueur offensif. C'est un joueur offensif qui s'acharne sur le plan défensif, mais ça demeure un joueur offensif. Donc, ça correspond pas tout à fait à la philosophie de Didier Deschamps, et en cela, c'est forcément surprenant. En tout cas, on a du mal, par rapport à ses réponses, on a du mal à imaginer que cette équipe puisse perdurer dans le tournoi face à des nations supérieures. Alors là, entre guillemets, il est peut-être prêt à aligner cette équipe-là parce que c'est l'Australie, comme il y a 4 ans, mais il faut se rappeler que c'était pas simple contre l'Australie il y a 4 ans. D'ailleurs, c'était les mêmes joueurs offensifs. Amine Zaouia me le rappelait tout à l'heure. Amine Zaouia, à qui on doit ces images, pardon. Donc, ouais, c'est surprenant. Il est dur à suivre, je trouve, mais en tout cas, j'ai du mal à imaginer par rapport à son discours, par rapport à ses convictions, que si l'équipe de France est en 8e de finale ou en quart de finale, elle joue ainsi. C'est le son peut-être de Giroud. Hein, c'était un 4-3-3, Tolisso, point de basse, Griezmann, Dembélé et Mbappé. Olivier Giroud était sur le banc. Il est titulaire face au Pérou, mais pas face à l'Australie. Ouais, autant pour moi. Autant pour moi. Non, mais de rien. Yvan Lemay, vous êtes content de cette compo ? Vous êtes content pourquoi ? Parce que vous êtes pas près de la revoir ? Elle est juste sortie contre l'Australie ou pas ? C'est sûr que quand on va avancer dans la compétition, il va repasser un milieu à 3 avec Vertu ou avec Fofana. Je pense aussi que contre le Danemark déjà, certainement on va repasser à 3 au milieu et 3 offensifs. Mais si tu joues pas contre l'Australie avec 4 joueurs offensifs en ayant 4 défenseurs centraux et 2 milieux très récupérateurs, même si Rabiot et Tchouaméni, on va en parler après, sont quand même des garçons qui sont bons à la construction, qui font des passes décisives. Tchouaméni a déjà joué 8, Rabiot joue souvent 8, donc ils sont capables aussi de faire la construction du jeu. Heureusement que contre l'Australie, on met les 4 joueurs qui sont certainement dans les 15 ou 20 meilleurs attaquants européens aujourd'hui. Si on ne les met pas et qu'on les traîne sur le banc, ça n'a pas de sens. Alors il ne faut pas les convoquer et continuer à prendre des défenseurs. Il met 4 attaquants, 4 joueurs à vocation offensive, mais Didier Deschamps, il cesse de dire c'est bien d'avoir le ballon, mais quand on n'a pas le ballon, on peut être en déséquilibre et tout ça. Est-ce que c'est un discours qui fait qu'on met 4 attaquants, mais on le met un peu avec beaucoup de retenue, avec des taquets, avec des choses comme ça ? Est-ce que quand on joue et on met 4 attaquants, bah les gars, on y va. Et on sait qu'à la perte, il va falloir se bouger. Non, enfin, il y a toujours une envie, un truc, on ouvre la porte, non, mais et puis on la referme un petit peu tout de suite. Pour moi, c'est un état d'esprit, mais après, c'est pas l'état d'esprit de Didier Deschamps. C'est-à-dire que là, il le met parce qu'il sait que
l'Australie va jouer bas et qu'il a besoin de peut-être plusieurs solutions offensives et des solutions différentes. Donc il va aligner ces joueurs-là, mais après, je pense qu'il reviendra rapidement à un 4-3-3. Mais bon, moi, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que son 4-3-3, il va le faire avec qui au milieu? Le troisième milieu, ça va être qui? Pourquoi ne pas le laisser Griezmann dans ce milieu-là? Parce que c'est la vraie option pour te dire, si ça ne va pas dans le... Parce que pour moi, Griezmann, dans cette situation-là, c'est le parfait joueur pour pouvoir t'adapter justement dans ce que dit Didier Deschamps. C'est-à-dire que tu joues peut-être dans un système comme ça et en espérant avoir le ballon. Et si par exemple dans une rencontre, tu te rends compte que tu n'as plus le ballon et que l'adversaire est plus fort, tu peux mettre Griezmann dans le milieu à 3. Donc cette option-là, pour moi, elle est top. Je peux vous contrer? Parce que, elle est top parce que vraiment, tu peux adapter ton équipe dans un système différent, parce qu'apparemment c'est ce qui dérange Deschamps, de passer presque à 3 au milieu pendant le match si tu ne vois plus le ballon. Et je trouve que ce serait une vraie option. Parce que là, ça va être quoi? Ça va être de décaler Griezmann sur un côté, éventuellement, et de rajouter un troisième vrai milieu. Et si pendant le match, tu as plus le ballon que l'adversaire, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Juste, vous voulez remettre Griezmann en numéro 8, c'est-à-dire que Tchouaméni donc, serait sentinelle. Non, je ne veux pas forcément le remettre. Mais tu peux le faire pendant le match. C'est-à-dire que pendant le match, si tu as le ballon, joue dans ce système-là. Comme il le dit, on aura besoin d'atouts offensifs, donc tu peux jouer comme ça. Si par contre, pendant le match, tu n'as plus le ballon, réintègre Griezmann dans le milieu à 3. Parce que de ce que j'ai entendu, c'est un peu ce qui va se passer demain. C'est que si tu n'as pas le ballon et tu dois défendre, je pense que Griezmann reviendra dans le milieu et vraiment, ça sera un milieu à 3. Johan, je pense que si on n'a pas le ballon demain, alors là, c'est vraiment inquiétant. Non, mais des séquences de perte. Mais de toute façon, en 2018, on a dit Matuidi il jouait en haut à gauche. C'est pas vrai, c'était hybride aussi. Le phénomène de replacement que tu décris pour Griezmann, c'était aussi le cas en 2018 pour Blaise Matuidi. Et en 2018 aussi, Griezmann, vu que la France, pour le coup, avait très très peu le ballon, était très souvent dans le cœur du jeu pour lancer ses fameuses contre-attaques. Donc il sait le faire. Sébastien, lorsque vous nous avez présenté la compo il y a quelques minutes de cela, il y avait un rôle, on va dire, je vous cite, hybride d'Antoine Griezmann. C'est-à-dire Griezmann évolue sous Giroud, mais à la perte de balle, c'est lui qui va un petit peu revenir au milieu. C'est un petit peu ça qu'on devine des intentions de Deschamps? Oui, en tout cas, c'est ce qui est un petit peu travaillé. Ça demande validation demain, même si la physionomie du match jouera beaucoup sur le positionnement d'Antoine Griezmann. Mais c'est ce qui a été travaillé, oui, un système un peu hybride, 4-2-3-1 en phase offensive, liberté pour les 4 joueurs de devant et un replacement de la part d'Antoine Griezmann en phase défensive, sachant aussi que Adrien Rabiot devra quand même être... on va dire très attentif au côté gauche parce qu'on sait que Kylian Mbappé aura de la liberté et ne va pas forcément se replacer comme pourrait se replacer Antoine Griezmann s'il occupait un poste comme celui-ci. Sébastien, je vous passe Jo. Sébastien, dans le travail défensif que vous avez vu, je ne sais pas si c'était aujourd'hui, Griezmann se replaçait comment? Est-ce que c'était dans vraiment un milieu à 3 avec Tchouaméni en pointe basse et Rabiot un peu devant lui avec Griezmann ou c'était vraiment... un peu aléatoire? Alors en toute franchise, Johan, on n'a pas vu l'entraînement qui était à huis clos de manière suffisamment précise pour te répondre honnêtement et clairement là-dessus. C'est davantage lié aux informations qu'on a recueillies en interne et avec cette volonté, oui, d'avoir ce système hybride. Mais on a quand même vu une séance au tout début à Clairefontaine. Les Bleus n'étaient toujours pas partis à Doha, au cours de laquelle, voilà, vraiment Antoine Griezmann se replaçait dans le milieu. Donc ça c'était assez clair et bien sûr Adrien Rabiot devait couvrir le couloir gauche un petit peu, même si tout le monde devra faire des efforts, mais on sait bien, vous le savez, tout le monde le sait, Didier Deschamps le sait, Kylian Mbappé ne défendra jamais comme peut le faire Antoine Griezmann. On va donner la parole à Lucas Hernandez. Il y a quelques jours, il était de passage en conférence de presse, face à la presse. Discours, on va dire, un peu de politique générale du latéral, avec évidemment beaucoup de possibilités d'attaque, mais également, il va falloir un esprit, je crois, guerrier ou de combattant, quelque chose comme ça. Lucas Hernandez. Ça sera des matchs de foot, mais ça sera aussi des combats. Et pour gagner les combats, il faut des bons guerriers. Je pense que le coach a fait des très bons choix en choisissant ces 26 joueurs. Je pense que tout le monde
tout le monde va dans la même direction et ça sera à nous de montrer ça sur le terrain. On peut faire la différence à tout moment devant parce qu'on a la qualité pour, mais il va falloir des soldats, il va falloir être rigoureux et il va falloir tout donner pour gagner les matchs, bien sûr. Assez fou cette mentalité française, parce que quand on met 4 attaquants, on dit les gars on attaque, hein, mais surtout on défend. Il y a toujours un truc, un peu en avant. Tu sais et puis, que là, on peut comprendre quand même. Quand tu mets des attaquants, tu défends aussi. Tu joues pas juste quand t'as le ballon. En tout cas, en France, Non, pas qu'en France. Non, mais en tout cas, en France, en équipe de France, on perçoit comme ça. Tu crois que City, quand Guardiola, ils ont le ballon, quand ils l'ont pas, ils défendent pas les mecs. Ils défendent tous, ils défendent très bien, ils harcèlent le gars. Et ils défendent. Jo, mais ce qui marche. Mais c'est pas uniquement en attaque. Oui, mais je sais, mais ce qui marche, j'ai l'impression, je sais pas, avec une mentalité française. C'est l'état d'esprit plus même. Mais non, on peut pas. Soit on attaque, soit on défend. Mais on peut pas faire les deux. C'est-à-dire même que Lucas nous le dit. Quand on perd Paul Pogba, donc, qui était un milieu donc, quand même créatif et qui apportait au-delà de sa capacité, parce qu'il l'a fait en 2018 à maillotcher dans les matchs, etc. Quand on perd aussi Karim Benzema, qui pour le coup apporte une dimension supérieure à l'équipe de France, donc dans la création, dans la créativité, dans l'animation offensive, c'est vrai que cet effectif-là qui est à la Coupe du Monde, s'il veut aller au bout, c'est en jouant dur, avec, sur les principes qui sont ceux de Deschamps. On ne l'imagine pas, avec un football samba, cet effectif-là, gagner la Coupe du Monde. Pardon, parce que parfois, après les émissions, on sort. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on oppose les deux, en fait. Non, mais justement, parfois, après les émissions, on sort. Non, mais quelles équipes ne fait que jouer, en fait? Ce que veut dire Mémé, c'est que tu mets 4 attaquants et tu mets 4 défenseurs centraux. Enfin, si je suis. Non, mais Yvan, parfois on va prendre des verres. C'est ce qu'on a reproché à l'équipe de France. Vous m'avez fait la synthèse de cette liste. Vous m'avez dit le point fort, c'est pas en défense, c'est pas au milieu de terrain, c'est en attaque. Jouons sur nos forces. C'est très simple en fait. Aujourd'hui, on sait que derrière, on n'a pas la défense de champion du monde, de Ligue des Nations, etc. Qu'on est moins costaud derrière. Au milieu, tout le monde se plaint de ne pas avoir Kanté, Pogba, même si je ne suis pas convaincu qu'on perde beaucoup avec Tchouaméni et Rabiot. Mais aujourd'hui, tu dois jouer sur tes forces. Et tes forces aujourd'hui, c'est d'avoir les meilleurs attaquants du monde. Donc tu dois les mettre. Et c'est à mon avis là-dessus qu'il insiste. Après, est-ce que tu vas avoir une équipe coupée en deux avec 4 centraux, on a quand même un tout petit peu moins. Yvan, on a quand même un tout petit peu moins les meilleurs attaquants du monde quand on a perdu Karim Benzema quand même. Aujourd'hui, c'est qui les meilleurs attaquants du monde? C'est en effet Kylian Mbappé. Est-ce que Griezmann et même Giroud, que je voulais dans la liste, c'est pas non plus les meilleurs attaquants du monde? Quand tu as vu les Anglais, les autres aussi, ils ont les meilleurs attaquants du monde. Mais quel a été le bilan de l'Euro? C'est quoi le bilan de l'Euro 2021? C'est que justement, on n'avait pas retrouvé cet état d'esprit de combattant de l'équipe de France. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas jouer l'attaque. Tu peux jouer comme. Pour moi, le mix qu'il faut trouver, c'est ce qui s'est passé un petit peu à l'Euro 2021 sur le côté offensif, où ça, surtout la deuxième mi-temps contre la Suisse, où ça vraiment joue au foot, moi j'ai trouvé, et l'état d'esprit que tu avais en 2018. Il faut réussir à trouver cette complémentarité, et tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Mais personne ne gagne, même si les équipes qui jouent au foot, sans être des équipes guerrières. La plus grande équipe de Guardiola avec le Barça, et derrière, tu croyais que ça défendait pas derrière. Les mecs avec Puyol et tout, c'était presque impossible à passer cette équipe quand ils n'avaient pas le ballon. C'est la complémentarité des deux. C'était surtout le pressing à la perte. C'est surtout aussi, mais derrière, tu as vu les joueurs que tu avais derrière, c'était très costaud. Tu avais le grand Dani Alves. Pressing à la perte, c'est pas la qualité principale de Kylian Mbappé. Après, ça, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que ce qu'on dit, c'est pas uniquement derrière. C'est le travail collectif qui va faire que tu puisses mieux défendre. Moi, la déclat de Lucas, je la prends pas du tout sur le côté attaqué. C'est la tronche, en fait. C'est juste d'être de nouveau méchant, d'être de nouveau concentré, d'être une équipe qui, d'être une équipe dure. Ce qui a fait 2018, c'est que c'était une équipe très dure à jouer. Ils étaient impossibles, ils étaient costauds. C'est des messages qu'ils envoient. Honnêtement, sur toutes les conférences de presse qu'on a pu voir depuis le début du rassemblement, si on recompile par rapport à 2021, on était les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. Là, on prend les matchs les uns après les uns. Il nous arrive... Les autres j'ai dit quoi, pardon? Les uns après les uns. Oui, les uns après les autres, c'est mieux, effectivement. Et voilà, c'est juste, ce groupe-là s'est déçu humainement à l'Euro 2021. On sent qu'ils ont une revanche à prendre là-dessus.